Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Une nouvelle fois, nous voici réunis pour poursuivre ce travail de conscience qui a pour objectif de comprendre certains cycles de l'être qui nous invitent à faire croître l'amour pour qu'il puisse triompher des égoïsmes et des séparatismes à l'origine de tous les conflits individuels, nationaux et internationaux. Une nouvelle fois, merci donc de nous retrouver et d'œuvrer à incarner, autant que faire se peut, le changement que nous souhaitons voir advenir dans le monde. Et d'un point de vue plus prosaïque, merci aussi à toutes celles, tous ceux qui soutiennent l'existence de ces conférences, par leur pensée, par leur présence et par leur contribution financière. Ce soir, nous arrivons au troisième temps de l'hiver avec les énergies poissons. Alors à ce sujet, rappelons que chaque saison est composée de 3 signes zodiacaux qui invitent à travailler sur les plans mental, émotionnel et physique. Ainsi, le premier temps de chaque saison impacte plus spécifiquement le mental et invite tous ceux qui pensent à s'ouvrir aux idées essentielles porteuses de nouvelles visions ou de points de vue plus aiguisés. Nous savons que tout changement commence toujours par avoir été pensé, d'où l'importance de développer et d'utiliser le mental avec assiduité pour ne pas s'arrêter au déjà vu, au déjà su, fut-il passionnant, et qui fait de nous des ignorants croyant savoir, des sachants satisfaits qui se reposent sur leurs acquis d'hier, s'y arrêtent, jusqu'à oublier d'être des moteurs de progrès. Les signes de début de saison sont donc systématiquement l'occasion d'accueillir, de capter les vibrations à l'origine de nouvelles idées, à explorer ou à penser nouvellement, pour en comprendre les incidences jusque-là encore inexplorées. Mais capter les idées, les explorer mentalement, ça ne suffit pas pour qu'elles se concrétisent sur le terrain. Et donc c'est pour ça que lors du second temps de la saison, les signes de milieu de saison fournissent l'énergie qui permettent de doter ces idées de la qualité d'amour, indispensable à leur mise en œuvre, en les inscrivant dans une perspective d'ensemble. Naturellement, concevoir une idée et la vivre en y ajoutant une note de cœur, en l'inscrivant dans une globalité, ça entre souvent en opposition avec les vécus émotionnels et personnels sur lesquels nous sommes centrés. Et c'est en cela que l'énergie des signes de milieu de saison nous font travailler sur le plan émotionnel, ce qui peut parfois être assez éprouvant. Parce que entre ce que nous considérons idéalement comme ce qui doit être, et ce que nous nous sentons prêts à mettre en œuvre, nous réalisons la part de ce à quoi nous allons devoir renoncer. Et là, nous résistons. Cette dualité entre le global et le particulier génère alors de multiples remous à l'intérieur, à l'issue desquels nous incarnerons ou pas un peu de ce qui a été pensé et valorisé lors du troisième temps de la saison. C'est en effet au cours de ce troisième temps que nous sommes invités à vivre au quotidien la synthèse de ce qui a été intégré par la tête et par le cœur. C'est ainsi que les énergies fournissent l'opportunité d'incarner des idées de progrès. Nous sommes alors prêts pour commencer un nouveau travail mental dans le signe du début de la saison suivante. Et ainsi, au cours de l'année, à 4 reprises, les capacités de penser et d'aimer peuvent être mises en œuvre. Et naturellement, pour chaque saison, la manière de le faire est différente. Et c'est pourquoi il est important de comprendre la logique énergétique qui préside à la ronde des 4 saisons que nous avions évoquées rapidement le mois dernier. En quoi celles-ci sont-elles des occasions de recevoir au mieux les énergies à l'œuvre derrière les apparences saisonnières? Et comment nous y accorder? Comment utiliser au mieux leur flux pour répondre à notre rôle d'humain créateur? Pour comprendre l'importance du cycle des saisons, il faut en premier lieu réaliser que ce que nous en connaissons
ça n'est que la conséquence physique de cycles astronomiques que nous tentons de comprendre concrètement. Or, fondamentalement, au-delà des apparences, ces cycles sont avant tout la résultante de la relation existant entre les grandes consciences que sont l'esprit de notre Soleil et celui de la planète Terre. Et c'est pourquoi les questions sur les aspects concrets des cycles saisonniers, qui concernent les lieux où les saisons sont peu marquées ou inversées, comme dans l'hémisphère sud, n'ont guère d'importance. Ce sont là des considérations qui ne s'attachent qu'aux conséquences formelles du rapport entre les consciences de la Terre et du Soleil. Il nous faut donc bien garder à l'esprit que ces 4 temps sont avant tout des relations d'énergie-conscience, et que leurs incidences, bien réelles, sur les différents climats de la planète sont, de ce point de vue, tout à fait secondaires et relativement sans intérêt. Alors, l'enchaînement des 4 saisons suit la même logique énergétique que celle du cycle solidunaire que nous avons abordé il y a 2 mois. Et cette logique énergétique en 4 temps se retrouve au sein de tous les cycles perceptibles et imperceptibles qui se mêlent en fractal dans l'ensemble de l'univers. Ces 4 phases d'alignement, de contact, de distribution et d'intégration sont donc une approche précieuse pour nous permettre de lire et de nous investir dans la mise en place de plus justes relations qui nous occupent plus spécifiquement cette année. Rappelons également que le but de l'étude de tous ces cycles, c'est de permettre à l'humanité de comprendre son pouvoir créateur et de lui donner les moyens de l'employer. De même que connaître les effets de chaque saison est une base indispensable pour qu'un jardinier puisse produire des fleurs, des fruits et des légumes, la connaissance des saisons d'énergie est aussi indispensable pour que nous puissions incarner progressivement l'amour. Or, la créativité humaine réside dans sa capacité de penser, grâce au mental qui permet d'opérer l'union entre les mondes suprahumains et les mondes subhumains. C'est-à-dire que c'est grâce au mental et à son utilisation pleine et entière que l'humanité peut d'une part se mettre en phase avec l'ensemble des énergies supérieures et d'autre part les matérialiser par le biais de tous ceux qui pensent jusqu'au sein des sociétés. Alors, quelle est la signification des 4 temps d'énergie-conscience? Que sont, de ce point de vue, les 4 saisons? Nous n'en indiquerons ce soir que les grandes lignes, parce que nous reviendrons en détail sur chacune d'entre elles au cours de l'année. Mais pour l'heure, commençons par l'hiver. Alors l'hiver, avec les 3 signes que sont le Capricorne, le Verseau et les Poissons, c'est un temps de préparation. C'est un temps de mise en ordre, un temps d'ajustement, pour dégager le terrain propice à une nouvelle créativité annuelle. Il s'agit en premier lieu, dans le silence de l'intériorité, de percevoir la lumière qui commence à poindre et de traduire mentalement l'intention de progrès pour l'année nouvelle. L'idée importante qui s'impose subtilement à nous. Puis suivent les moments de se mettre en syntonie avec les énergies d'amour et de volonté. Et donc l'hiver, c'est une façon de se hisser à un niveau vibratoire supérieur à celui de l'année précédente. C'est l'occasion de s'aligner sur une dimension nouvelle. L'hiver propose à chaque cycle l'occasion de définir une vision inédite et d'entrevoir la façon dont nous pouvons la servir. Et c'est ainsi que les énergies d'hiver sont une stimulation pour ne pas faire du même et nous permettent de nous présenter quelque peu à neuf pour accueillir le printemps. Alors le printemps, avec les 3 signes que sont le Bélier, le Taureau et les Gémeaux, donne une dimension supplémentaire à ces 3 premiers mois, en resituant ce qui a été travaillé pendant l'hiver dans le contexte plus large qu'est
l'intention fondamentale, avec un I majuscule, l'intention fondamentale, le plan d'amour. Cela est rendu possible grâce aux énergies qui se déversent au moment des 3 fêtes spirituelles majeures que sont Pâques, Vésac et Pentecôte. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Les pleines lunes de printemps sont en effet des temps de réception et d'accueil des énergies qui peuvent soutenir, qui peuvent nourrir et faire mûrir les intentions de travail créateur que chacun s'efforce de vivre depuis le début de l'année. Cette saison est énergétiquement parlant le point culminant de l'année. Sans cet apport puissant d'énergie, tous nos efforts de création ne seraient pas alimentés par des forces susceptibles de les animer. Et sans cette puissance animatrice fondamentale, toute idée, tout projet ne pourrait trouver la force de s'incarner pendant l'été. Parce que une bonne volonté, dépourvue d'énergie animatrice, sans moyens mobilisés pour servir son intention, ne suffit pas pour matérialiser quoi que ce soit. Puis, après le printemps et son plein d'énergie, vient l'été. Avec les 3 énergies, Cancer, Lion et Vierge, qui ouvrent une période de mise en œuvre du travail en germe depuis 6 mois. L'intention créatrice a atteint son plein épanouissement intérieur avec la fin du printemps. Et comme jamais rien ne s'arrête dans le monde des énergies, une fois atteint le sommet du cycle, eh bien le temps de la distribution s'ensuit tout à fait naturellement. L'intention définie, habitée, chargée, rayonne à travers tous ceux qui ont entrepris ce travail. Parce que tout changement global résulte toujours des changements amorcés en premier lieu par les individus eux-mêmes. Alors cela se manifeste par des façons de penser, de sentir et d'agir tout à fait nouveaux, qui amènent à relativiser l'importance donnée à la dramaturgie personnelle. En effet, l'intention essentielle, présente depuis 6 mois, impose progressivement de chercher le bien pour tous, avant de travailler exclusivement à l'intérêt personnel. Et c'est ainsi que, peu à peu, le souci de l'ensemble développe et ancre une nouvelle façon de vivre des valeurs globales au quotidien. C'est en été que se concrétise ce qui a été conçu et chargé intérieurement. C'est le temps de la moisson qui va d'ailleurs se poursuivre également en automne. Et donc, en automne, ce sont les influences en provenance des signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire qui vont proposer un travail en 2 temps. C'est tout d'abord une phase qui prolonge le travail de rayonnement de l'été et qui amène les nouveaux comportements à s'extérioriser de plus en plus. Et puis c'est ensuite une phase d'intégration des 9 mois de travail précédents. Tout ce qui a été vécu intérieurement, tout ce qui s'est dessiné en filigrane, n'est pas encore pleinement opérant au quotidien. Parce que entre ce que nous percevons comme souhaitable et puis les sacrifices que ça exige parfois pour les mettre en place, nous sentons de plus en plus les résistances qui se lèvent et qui s'y opposent. Néanmoins, certains éléments arrivés à maturité s'intègrent et colorent notre vécu quotidien, bousculant parfois nos habitudes. Alors ça entraîne des ajustements, ça entraîne des revisites de nos routines qui transforment notre manière d'être au monde et nous poussent à agir différemment. Pour nous qui cherchons à construire de plus justes relations, c'est à l'automne que nous verrons si nos engagements ont porté leurs fruits jusqu'au cœur de notre quotidien. L'automne marque aussi la fin du cycle annuel. Les énergies sont en fin de course avant d'amorcer une remontée énergétique qui sera un nouvel élan pour que de nouvelles intentions à soutenir, à approfondir, puissent s'inscrire consciemment dans le projet évolutif. Alors, comme nous pouvons le voir, tous les rythmes énergétiques répondent à un ensemble de cycles à 3 temps et de cycles à 4 temps, imbriqués les uns dans les autres. Dans ces enchevêtrements en fractal qui répondent à un ordre énergétique universel, s'élabore tout ce qui prend place dans l'existence. D'ailleurs, sans que nous en soyons toujours conscients.
Et une fois que ces aspects cycliques précisés, eh bien, revenons à la saison d'hiver pour resituer l'enchaînement des deux premiers signes, Capricorne-Verseau, avec celui dans lequel nous sommes entrés, les Poissons. Bon, vous pourriez avoir l'impression que nous nous répétons et que nous insistons lourdement sur ces notions de cycle. C'est vrai. Mais dans la mesure où c'est le thème de l'année, il nous faut y revenir régulièrement parce que ces cycles sont tout à fait fondamentaux et qu'il est nécessaire de les intégrer si nous souhaitons pouvoir utiliser les énergies dans le processus créateur. Donc, cette année, rappelons que nous avons choisi à travers le thème des cycles de l'être de travailler les justes relations. Ce thème revêt évidemment une importance particulière dans les temps troublés que nous vivons actuellement. Et en plus, il nous sert de fil conducteur pour comprendre comment une créativité se développe sur une année énergétique. Donc en Capricorne, nous nous sommes donc préparés mentalement à cette intention. Nous avons cherché à nous familiariser avec l'énergie de lumière, avec les notions de devoir, de karma, de discipline et de contentement, qui toutes aident à porter un regard nouveau sur ce que peuvent être de plus justes relations. Et c'est ainsi que nous avons vu que les énergies plus spécifiquement disponibles en Capricorne nous convient à l'exercice de la responsabilité et nous poussent à réaffirmer un engagement au service de l'humanité et de la planète. Puis en Verseau, nous avons cherché à rejoindre la qualité qui sous-tend tout ce travail, l'amour. Ce deuxième temps de l'hiver nous a donc invités à nous mettre au diapason de l'amour pour soutenir une pensée créatrice émanant d'une conscience de groupe qui seule peut permettre l'avènement de justes relations. Nous avons donc pour ce faire proposé de respirer et de vivre les vibrations à l'origine de l'entente cordiale, de la paix et de la beauté afin de pouvoir les incarner. Et puis en Poisson, eh bien maintenant il nous reste à affirmer l'union primordiale de la tête et du cœur pour réellement servir. Cette affirmation entraînera, comme nous allons le voir, une élimination partielle de vibrations trop personnelles et trop émotionnelles, qui polluent les relations, et ça permettra d'assainir notre terre intérieure pour qu'elle devienne une surface de réception et d'accueil aux énergies essentielles du printemps. Alors, maintenant, que nous proposent les Poissons d'un point de vue énergétique? Alors pour commencer, par quelques considérations techniques, la constellation des Poissons transmet à notre système solaire les énergies du rayon 2 d'amour-sagesse et celles du rayon 6 d'idéalisme et de dévotion. Les Poissons sont donc porteurs d'énergie qui engagent à mettre en œuvre l'idéal d'amour. L'idéal. Du point de vue des énergies planétaires, qui représentent les moyens d'application de cette intention, la planète qui influence plus spécifiquement l'âme, c'est Pluton. Pluton qui incarne et qui transmet l'énergie du rayon 1 de volonté-puissance. Ce rayon s'exprime dans l'humanité comme une énergie qui pousse à affirmer l'essentiel qu'elle perçoit. Et cette force d'affirmation provoque la mort, provoque la disparition de ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui freine le mouvement évolutif. Pluton, c'est ainsi l'énergie qui prépare le terrain pour que puisse s'incarner quelque chose de nouveau. C'est le pouvoir de la mort. Associée aux rayons 2 et 6 de la constellation, cette énergie affirme la nécessité d'incarner le plan d'amour sur Terre en balayant tout ce qui ne va pas dans ce sens. Alors le mois dernier, nous avions évoqué la nécessité de répondre par l'amour aux événements particuliers ou collectifs. Avec Pluton, cette invitation à répondre par l'amour en toute situation n'est plus une invitation, mais une injonction. Et si nous la soutenons au fil du quotidien, nul doute que cela permettra de nous dégager d'un certain nombre d'attaches. Nul doute que nous pourrons voir poindre de plus justes relations dans notre entourage, proche ou lointain.
La planète qui influence plus spécifiquement la personnalité émotionnelle dans le signe des Poissons, c'est Jupiter, qui incarne l'énergie du rayon 2 d'amour-sagesse. Alors nous avons déjà rencontré Jupiter le mois dernier en Verseau, mais il influençait alors l'âme et non la personnalité. Et cet impact différent sur l'âme et la personnalité, ça va nous permettre de préciser un point essentiel concernant justement le monde énergétique. Toutes les énergies sont en permanence disponibles. Et c'est la façon dont nous recevons leurs vibrations qui va nous impacter de façon fort différente. Toutes les énergies qui agissent à travers nous arrivent sur un terrain qui vibre sur une fréquence particulière. Et c'est de cette rencontre entre les deux fréquences que naît le potentiel énergétique qui va pouvoir être utilisable par les uns et par les autres. C'est ainsi que lorsque nous sommes conscients de ce phénomène, nous pouvons manipuler les énergies en les utilisant à dessein. Ou au contraire, nous laisser inconsciemment manipuler par elles sans même réaliser que nous en sommes les jouets. Ainsi, l'énergie de Pluton, qui pousse à affirmer un essentiel au niveau de l'âme, a un impact fort différent sur une personnalité émotionnelle. Nous en avons d'ailleurs beaucoup d'exemples dans le monde. Une personnalité qui affirme son essentiel particulier peut se montrer totalement dictatoriale, alors qu'une âme qui affirme l'essentiel ne dérogera évidemment pas de la route qui lui enjoint de répondre par l'amour en toutes circonstances. De même pour la puissance de l'amour transmise par l'énergie de Jupiter, elle se vit différemment selon que son terrain d'expression est celui de l'âme, comme nous l'avons vu en Verseau, ou celui de la personnalité menée par l'émotionnel, comme nous allons le voir en Poisson. L'amour au niveau de l'âme s'exprime par l'unité et la pensée d'ensemble, alors qu'au niveau de la personnalité émotionnelle, il se transforme en attrait, en désir, en affect et en attachement. Il est donc vraiment important de discerner à quel niveau ces énergies nous influencent et la nature vibratoire des corps au sein desquels elles influent, pour comprendre ce qui nous manipule, ou se servir de ces énergies pour soutenir pleinement les intentions que nous cherchons à incarner. Comme toutes les énergies, celles des Poissons peuvent donc se vivre à différents degrés. Et c'est à nous de choisir, et puis de maintenir le niveau auquel nous aspirons à les recevoir et à les vivre. Si nous penchons du côté du rayon 1 de Pluton, l'énergie Poisson, en véhiculant la responsabilité d'incarner le plan d'amour sur Terre, se révèle alors comme une énergie de salut. Et c'est ce qui a valu d'ailleurs au signe des Poissons le nom de signe des sauveurs du monde. Mais au-delà du fait que le Christ et le Bouddha, qui inaugurèrent d'ailleurs le début de l'ère des Poissons, sont tous deux considérés comme des sauveurs du monde, que signifie le pouvoir de sauver que nous sommes tous invités à manifester au sein de cette énergie? Eh bien, sauver signifie rendre bien portant, guérir. Et s'il paraît naturel que ça se rapporte à la personnalité et traite des soins nécessaires pour qu'elle se porte au mieux, en réalité, sauver dans le contexte de l'énergie Poisson, c'est avant tout permettre à l'âme de bien se porter sur Terre. C'est guérir la personnalité des maux de l'égocentrisme et du séparatisme, dus à une carence de lumière et d'amour. Parce que toute maladie résulte d'une inhibition de l'âme dans sa volonté de s'exprimer à travers la personnalité. Alors, le pouvoir de sauver intervient par la radiance des énergies de lumière et d'amour qui vivifient l'âme voilée par les formes. Et en effet, toute attitude qui permet d'accroître la conscience en toutes circonstances et de faire croître l'unité. Toute attitude qui permet de rendre de plus en plus subtile la vibration des différents corps pour leur permettre de rayonner les vibrations de l'âme sans déformation, contribue à sauver le monde, contribue à guérir le monde. Le pouvoir de sauver, c'est la force mise en œuvre en Poisson. La force de la volonté d'incarner le plan d'amour dans les formes
dans les événements. Le pouvoir de sauver, c'est une radiation qui affranchit les contraintes de la forme, mais sans pour autant éliminer la forme. C'est simplement se libérer de la servitude de la forme. Et naturellement, ça ne signifie pas qu'il est inutile de soigner les formes. Pas du tout. Parce que même si du point de vue de l'âme, la mort physique n'est pas un problème, mais une libération, nous avons à prendre soin de tous nos corps. Parce que c'est par leur intermédiaire que nous servons. Il est donc important d'en faire des enveloppes de lumière rayonnantes d'amour qui ne connaissent plus la séparativité. En fait, les formes ne doivent plus être un écran, mais devenir un écrin pour l'âme. Donc, sortir de l'illusion, c'est sauver. Sauver, c'est vraiment sortir de la séparativité en faisant croître l'amour subtilement en chaque cellule de l'humanité. C'est cultiver la nécessité absolue d'aimer en œuvrant collectivement à faire croître l'unité sur Terre. Et c'est là l'attitude essentielle que nous proposent les énergies poissons. Mais maintenant, comment activer, comment incarner le pouvoir de sauver? Eh bien, le pouvoir de sauver, c'est un aspect du rayon 2 associé au rayon 1. Il s'exprime par le pouvoir du rayon 1 affirmant le rayon 2. Le pouvoir de sauver, c'est la volonté d'aimer à l'œuvre. Et d'une manière plus générale, celui de la volonté d'investir pleinement des valeurs primordiales qui repoussent puis éliminent toutes les valeurs à caractère individuel et séparatiste. Et c'est ce pouvoir de sauver qui confère à tout un chacun la capacité de répondre par l'amour en toutes circonstances, naturellement une fois qu'on a amorcé le tournant de l'évolution. Et comme nous le disions tout à l'heure, cette énergie de rayon 1 est relayée par Pluton. Et la nature de cette énergie s'éprouve dans l'existence par la destruction des formes devenues obsolètes, ce qui dote parfois Pluton d'une réputation menaçante. Son influence inquiète, dérange, parce que nos attachements formels mènent à lui attribuer la responsabilité de la mort et de toutes nos pertes. Mais Pluton, c'est une énergie dynamique. C'est une énergie dynamique qui aide à détruire tout ce qui empêche l'avènement de ce qui est nouveau et bénéfique pour la communauté. Pluton, il aide à évacuer ce qui a fait son temps et permet ainsi de faire un ménage psychique dans l'esprit des individus et des groupes de façon plus ou moins consciente. Mais à notre niveau, parler de Pluton et de l'énergie du rayon 1 en ces termes, ça peut prêter à confusion. Parce que cette énergie n'est pas une force extérieure à nous. Une force extérieure à nous qui déciderait à notre place ce à quoi il nous faut mourir ou tout ce que nous devons abandonner sans nous concerter. Non, pas du tout. C'est à chacun d'entre nous, compte tenu de l'intention que nous poursuivons et de la note d'unité que nous cherchons à incarner, d'utiliser consciemment et volontairement cette énergie pour balayer ce qui n'a plus lieu d'être dans l'espace de notre conscience et celui de notre quotidien. Donc c'est à chacun de comprendre ce qu'il va falloir lâcher en affirmant l'amour en toute situation. C'est à chacun de faire un pas de plus vers l'altruisme en acceptant de se purifier des miasmes de l'égoïsme qu'il est en mesure d'abandonner. C'est donc nous qui décidons de l'ampleur et de la puissance de la purification que nous avons la capacité d'accepter pour être en cohérence avec l'intention que nous poursuivons. C'est nous qui utilisons, sans le savoir, l'énergie de Pluton. C'est nous qui décidons de laisser libre cours à la mort. Ou pas. En tout cas, c'est par la force et la conviction avec laquelle nous habitons les valeurs globales que nous repoussons automatiquement d'anciennes valeurs plus personnelles. Et la mort résulte alors de l'émergence intérieure de ces valeurs nouvelles, qui ne sont pas encore pleinement installées dans le monde concret, mais qui se profilent cependant, une fois une partie du terrain dégagée pour leur faire de la place.
Cependant, il est important vraiment de comprendre que la purification, l'éradication des comportements que nous jugeons indésirables parce que trop égoïstes, ne doit pas provenir de notre volonté acharnée de nous améliorer. Parce que la motivation sous-jacente serait alors très personnelle et donnerait lieu à des surveillances, des disciplines, des censures et des interdits qui se solderaient tôt ou tard par un retour du refoulé. Il est donc important de comprendre en Poisson que la purification ne doit provenir que de l'affirmation répétée et renouvelée sans relâche de la volonté de servir le bien. Bon, le bien. Mais quel est ce bien que nous sommes invités à soutenir et à faire nôtre? Eh bien, depuis l'Antiquité, les philosophes enseignent que les valeurs de bien, de beau et de vrai sont celles qui, mises en œuvre, conduisent à la sagesse. Plus récemment, ces notions ont été reprises par les écrits ésotériques qui nous ont fourni une nouvelle approche de ces qualités. Le vrai est alors apparu comme l'expression du rayon 3, que nous avons évoqué avec les énergies capricornes. Le beau, comme celle du rayon 2, dont il a été question avec les énergies Verseau. Et nous abordons ce soir le bien, avec les énergies Poisson et l'expression du rayon 1. Mais si le vrai et le beau nous semblent familiers, bien souvent la notion de bien portée par le rayon 1 paraît beaucoup plus floue. Alors, comment définir le bien de façon globale et non particulière? Comment parler du bien d'une manière universelle et non spécifiquement d'un point de vue moral ou civilisationnel? Le bien dont il est question ici, c'est l'expression du plan planétaire, dont l'objectif, comme vous le savez, est d'amener l'amour sur Terre. Bon. Mais une fois le bien formulé en ces termes, que pouvons-nous en comprendre véritablement? Que pouvons-nous en saisir intérieurement? Pas grand-chose. Parce que tant que nous ne sommes pas des initiés de 4e ou de 5e degré, seules quelques ébauches de ce plan sont accessibles à notre compréhension. Et c'est pourquoi, pour en rendre compte, les enseignements de l'Agni Yoga ont parlé de bien commun, et non pas simplement de bien, pour nous aider à approcher, à nous représenter l'énergie de bien. Selon ces enseignements, le bien commun, c'est une énergie fondamentale, omniprésente, qui sous-tend et guide les actions humaines vers l'harmonie, la coopération et l'évolution spirituelle. Cette énergie unitaire baigne la planète et soutient l'effort collectif, bien que généralement inconscient, qui pousse l'humanité à transcender les intérêts individuels pour réaliser pleinement son unité et se vivre comme tel. Alors, pour être compris et pratiqué, le bien commun implique 3 attitudes. Une connaissance des lois de notre univers, la responsabilité de répondre à ces lois, et l'amour qui amène à tout considérer de façon globale. 3 points. Reprenons chacun de ces points. D'abord, une connaissance des lois de notre univers. En effet, sans la connaissance des lois de l'univers, nul ne peut pressentir ce qu'est le bien commun. Parce que sans idée de ce qui est, comment pourrions-nous nous représenter ce qui doit être? On ne pourrait pas. Et c'est pourquoi une certaine connaissance des lois de notre univers est nécessaire pour être en mesure d'affirmer le bien commun. Parce que celui-ci témoigne de l'existence d'une seule et même vie-conscience, qui est la source et le contenant de tout ce qui existe dans l'univers. Il est nécessaire de comprendre que, au niveau de notre planète Terre et de l'humanité, cette vie-conscience poursuit l'intention d'imprégner d'amour, d'unité, tout ce qui est, et ce, jusque dans les tréfonds de la matière dense qui constitue notre planète. Et donc, se sentir porteur d'une parcelle de cette intention permet d'accéder à ce que nous pouvons en saisir mentalement et pratiquement sous forme de bien commun. En ce qui concerne le deuxième point, il est évident que lorsque nous pensons en termes de bien commun, ça implique nécessairement la responsabilité de le mettre en œuvre.
Et cela dépasse bien évidemment la sphère individuelle parce que ça concerne la communauté dans son ensemble. Il est donc nécessaire que chacun d'entre nous se sente partie prenante du plan d'amour à incarner sur Terre et assume sa responsabilité créatrice au sein de ce plan en tant que membre actif de l'humanité. Et ce n'est qu'à cette condition que le bien commun peut s'instaurer sur Terre. Enfin, troisième aspect, affirmer le bien commun n'est possible qu'au sein d'une vision unitaire du monde qui résulte de l'amour. Alors évidemment, ça peut paraître tout à fait évident en théorie, mais dans la réalité, nous sommes surtout préoccupés de notre bien, qu'il soit individuel, familial, local ou même national. Voilà donc quelles sont les trois valeurs sur lesquelles s'appuie le bien commun. Une connaissance des lois de notre univers, la responsabilité de répondre à ces lois et l'amour qui amène à tout considérer de façon globale. Elles sont inséparables et toutes trois sont indispensables pour que le bien commun puisse s'exprimer dans la vie de tout un chacun et rayonne à travers tous. C'est là la difficulté, les trois en même temps. Rien de nouveau, pensez-vous? Oui, en effet, ces notions traversent les enseignements depuis la nuit des temps, et intellectuellement, on est d'accord. Mais quand vivons-nous réellement? Si ces idées nous sont familières, elles souffrent cependant d'un manque d'application notable, qui se traduit par l'état de notre monde actuel. Il est donc temps de redoubler d'efforts pour être des postes avancés du bien commun, des postes avancés du bien commun sur Terre, en cherchant à incarner cette énergie autant que faire se peut au sein du quotidien. Et c'est là qu'il importe de définir les qualités que nous nous sentons en mesure d'incarner ce mois-ci, pour nous faire passeurs de cette énergie et endosser pleinement notre rôle d'acteur du changement. Mais alors, qu'est-ce que ça nécessite? Eh bien, ça nécessite tout d'abord de surmonter la puissance des trois expressions qui réduisent à néant toute affirmation du bien commun. Ces trois expressions, ce sont la peur, la pitié de soi et le doute. En effet, lorsque la peur est présente, même en filigrane, que ce soit la peur de se tromper, la peur de dire, la peur d'être jugé, la peur de ne pas savoir, la peur de s'engager, etc., eh bien, l'énergie d'affirmation de l'essentiel ne peut produire aucun effet. Cette énergie de la peur est un poison qui annihile toute intention de construire un monde meilleur. De même, lorsque la présence de la pitié de soi est là, consciente ou non, toutes les attitudes qui signifient « je ne me sens pas capable, je ne suis pas sûr d'y arriver, non mais bon, pour qui je me prends aussi », toutes ces attitudes bloquent l'efficacité de toute forme pensée de bien commun. Donc ces deux attitudes que sont la peur et la pitié de soi sont toxiques, parce qu'elles engendrent et elles alimentent le doute, qui lui est un véritable venin psychique. Comment en effet affirmer le bien commun si on est en proie au doute? Comment affirmer quelque chose sans être convaincu de ce qu'on affirme? C'est pas possible. Alors là, évidemment, il convient d'apporter une précision et de distinguer la nature vibratoire qui s'exprime à travers le doute. Quand le doute est mental, comme il peut l'être chez les scientifiques ou l'ensemble des penseurs, là, il est une énergie qui sert la recherche, parce qu'il est gage d'accueil de vérité à venir. Il garantit contre le danger simplement de s'enfermer dans des découvertes forcément limitées qu'on prendrait pour immuables. Ce doute-là ne paralyse pas la recherche, parce qu'il ne remet pas en question l'affirmation des vérités d'hier. Il permet de les dépasser en les considérant comme des marches qui conduisent à d'autres champs de découverte. A l'inverse, le doute émotionnel, qui s'enracine dans les peurs et l'apitoiement sur soi, même s'il se fait entendre sourdine, il dévitalise tout élan permettant d'aller de l'avant. On ne se rend pas compte combien le doute peut être présent à l'arrière-plan, là où on ne l'imagine même pas,
Comme par exemple dans l'expression « je vais essayer ». Non, non, non. On n'essaye pas d'affirmer le bien commun. On l'affirme. Mais il faut bien prendre garde aussi que l'absence de doute n'est pas la foi aveugle. La foi aveugle en un dogme, en une église, en une organisation ou en une personne. Tout engouement qui nourrit une attitude sectaire et partisane et qui est incapable d'interroger ces vérités d'hier ne permet pas d'affirmer un essentiel à valeur universelle, en perpétuel dévoilement. Et dans cette adhésion aveugle aux croyances, qui s'est particulièrement développée lors du dernier millénaire sous l'influence du rayon 6 qui a dominé l'ère des poissons, a montré combien l'affirmation fanatique d'un bien séparatiste et particulier vient contrecarrer le bien commun, qui s'affirme et se dévoile en veillant systématiquement au devenir évolutif et harmonieux du plus grand nombre. En fait, pour contrer le doute, il y a une énergie que nous pouvons utiliser sans modération. C'est la confiance. Et là encore, il importe de percevoir que cette qualité est l'expression d'une énergie et qu'il est nécessaire de la reconnaître pour l'utiliser à dessein sans la prendre pour ce qu'elle n'est pas. En effet, la confiance n'est pas plus une foi aveugle qu'une espèce d'attitude optimiste, d'attente béate. La confiance, c'est une conviction intérieure fondée sur l'alliance du mental et du cœur. Si vous êtes convaincu de l'existence d'un plan planétaire au sein du système solaire, et que vous cherchez à en comprendre, à votre niveau, les tenants et les aboutissants, si vous réalisez que le monde physique et le monde de la conscience répondent aux mêmes lois et s'organisent dans un déroulé d'une intelligence supérieure, vous n'êtes plus dans une foi aveugle. En effet, vous cherchez à comprendre avec vos moyens intellectuels, avec les savoirs de l'époque, avec votre capacité à percevoir le monde comme un tout, la logique d'un plan qui se déroule sous vos yeux et auquel vous participez. Et c'est là que les écrits ésotériques peuvent apporter des éléments de réponse aux questions que nous nous posons, même si le chemin qui mène au mystère se dévoile sans forcément nous fournir toutes les réponses. Et aujourd'hui, la lecture que nous pouvons faire du cheminement humain, à travers les ères dont nous avons gardé la mémoire, viennent confirmer ce que disent les écrits ésotériques. Et nous pouvons par conséquent en tirer une attitude de confiance active et constructive. La confiance, elle n'est donc pas l'expression d'un credo susceptible de nous rassurer, ni une force optimiste pour ne pas se désespérer. Elle résulte d'une intime conviction qui se fonde sur un éprouvé d'évidence. La confiance n'est ni bornée par le temps, ni conditionnée par les attentes. Parce qu'alors elle ne serait plus confiance, mais certitude d'obtenir ce qu'on souhaite. Cependant, elle ne se limite pas à un instant parce qu'elle existe aussi en dehors du temps. Elle est une disposition particulière, elle est un état d'être, qui n'attend rien et qui découvre ce qui s'actualise au fil du présent pour en percevoir l'essentiel. La confiance est ainsi la certitude d'être inscrit dans une histoire qui se donne au présent, sans s'attacher au passé et sans préjuger du futur. Car à vouloir retrouver le passé, la confiance se perd. Et à vouloir définir un demain, la confiance se mue en attente, qui n'en a pas l'air. Et donc elle est finalement la joie d'être et de découvrir ce qui en permanence cherche à dire la beauté du monde sous les événements qui nous sont présentés. La confiance, c'est savoir que rien de mieux ne peut survenir sur la roue de l'évolution que ce qui se présente à nous pour incarner le plan d'amour. Il y a donc toujours une occasion de faire confiance. Quand on comprend le monde des causes, qui donne corps aux événements. Quand on vit en phase avec la loi de cause à effet, qui est une des grandes lois qui régit le monde visible et invisible. En rester à l'apparence, sans comprendre qu'il est une conséquence, ne nous permet pas d'entrer dans la confiance. Mais il y a toujours une occasion de faire confiance
quand nous parvenons à dépasser ce monde de l'illusion, quand nous abandonnons notre acharnement à croire au factuel de l'existence pour approcher une plus grande part d'essentiel. Alors, en cultivant l'énergie de la confiance, en s'attachant à déceler la beauté de chaque chose, de chaque être, de chaque situation, au-delà de l'immédiatement lisible, une autre vibration se dégage de nous. Une autre vibration se dégage des endroits que nous pénétrons et des relations que nous nouons les uns avec les autres. Nous faisons alors croître une note d'harmonie, de reconnaissance, de paix, qui nous fait pénétrer plus avant et rayonner l'énergie de bien commun. Et à ce propos, nous avons rapporté le mois dernier une question que posait un maître de sagesse à ses disciples. Nous vous rappelons cette question. Quand vous n'approuvez pas les idées de quelqu'un, quand vous êtes un peu offusqué par son comportement, quand vous n'êtes pas du tout d'accord avec les prises de position, que faites-vous immédiatement? Lui répondez-vous par l'amour. Et nous avons proposé à tous ceux qui le souhaitaient de se poser cette question et d'explorer ce que pouvaient être nos réponses au quotidien. En fait, notre aisance à répondre par l'amour est proportionnelle à notre capacité d'affirmer le bien commun au quotidien. Et pour ceux qui se sont lancés dans l'expérience, vous avez pu constater que cela exige une présence, une énergie et un détachement qui demandent encore de l'entraînement. Sans cesse, ce que nous considérons personnellement comme le bien nous pousse à réagir face aux situations et aux événements qui nous concernent particulièrement, mais aussi face aux faits sociaux et internationaux qui viennent heurter de plein fouet notre conception du bien. Alors les occasions de s'indigner ne manquent pas, et face à tout ce qui apparaît injuste, comment répondre par l'amour? Qu'est-ce que répondre par l'amour exige de nous? Eh bien, répondre par l'amour, c'est marier les énergies de la tête et du cœur, et les diriger sans relâche et sans hésitation pour inscrire tout ce qui est dans une vision qui n'exclut rien. C'est pas simple. Répondre par l'amour, c'est renoncer à tout attachement personnel. Parce que l'attachement, même lorsqu'il est doux, est une prison pour l'âme. Répondre par l'amour, c'est répondre sans peur, dans la confiance, dans la conscience que tout est juste, mais aussi dans la capacité de dire oui ou non, selon la vibration que l'on adopte. Répondre par l'amour, c'est donc se sentir concerné par tout ce qui arrive, mais se sentir concerné d'un point de vue essentiel, et non uniquement existentiel. Ainsi, face à une situation de manque, répondre par l'amour, c'est percevoir ce qui manque dans le monde, et chercher à y remédier, un tant soit peu, non pour soi-même, mais pour l'ensemble. Répondre par l'amour, c'est un état d'être, plutôt qu'un état de faire. C'est une réponse qui ne se voit pas forcément à l'œil nu, ni ne s'entend distinctement. Répondre par l'amour n'exige pas d'engager une conversation. Ça peut être une réponse muette, une simple attitude de présence, d'accueil, dépourvue de toute critique. Toutes les situations qui occupent le quotidien sont des occasions offertes pour que nous puissions évaluer sous ce travail, donc qui va du jeu au nous, notre capacité de répondre de façon inclusive. Comment est-ce que nous pouvons réussir dans cette échelle à répondre de plus en plus d'une manière inclusive? Et donc, on peut répondre par l'amour en adoptant une attitude d'innocuité en toutes circonstances. À la caisse du supermarché, dans notre voiture, coincé dans un embouteillage, devant les nouvelles internationales, en considérant les situations et les individus comme des champs vibratoires qu'il nous revient de qualifier d'une note de plus grande unité. Où que nous soyons, et quoi qu'il se passe autour de nous, nous pouvons répondre par l'amour en cherchant avant tout à émettre des ondes de bienveillance.
sans nous arc-bouter sur les inconvénients qu'une situation ou qu'une idée nous fait vivre personnellement. Cette attitude contribue à apaiser toutes les colères émanant de celles et ceux qui peuvent se sentir coincés d'une façon ou d'une autre et qui revendiquent une liberté personnelle qui va parfois à l'encontre de celle des autres. Répondre par l'amour, c'est donc regarder le monde à partir de ce qui unit, plutôt qu'à partir de ce qui divise. Et lorsqu'on identifie en soi ce qui s'oppose à l'union, nous avons une opportunité de travailler et de cultiver en soi un espace de plus grande unité pour contribuer à faire croître la paix et de plus justes relations sur Terre. Et c'est en élevant au rang d'essentiel la volonté de répondre par l'amour à l'ensemble des situations qui se présentent que nous devenons une humanité qui œuvre à sauver le monde. C'est donc en étant des relais des énergies de volonté et d'amour, en les affirmant avec vigueur dans notre quotidien, que la mort de ce qui ne doit plus être s'installe. C'est en répondant par l'amour que nous activons le pouvoir de la mort, et ce pouvoir qui repousse et qui désagrège ce qui n'a plus lieu d'être. C'est ainsi que la mort libère et régénère. C'est ainsi qu'elle fait place nette pour remplir les espaces d'énergie unificatrice, qui permettent de nourrir de plus justes relations. Mais ça n'est possible qu'à condition de maintenir avec confiance et détermination le cap du bien commun. Ça n'est possible qu'à condition d'affirmer sans relâche le choix de répondre par l'amour à l'ensemble des situations que nous rencontrons. Adopter cette attitude de conscience déterminée, c'est servir l'intention de l'âme en alignant les intérêts de la personnalité sur ce qu'elle est. Mais répondre par l'amour en toutes circonstances est loin d'être facile. Et à notre niveau d'évolution, nous sommes parfois plus enclins à nous laisser influencer par les énergies de Jupiter que par celles de Pluton. Quand Pluton fournit l'énergie pour affirmer l'essentiel, Jupiter pousse à conserver en l'état tout ce qui est. La puissance du rayon 2 incite alors la personnalité à aimer plus que de raison tous les attachements physiques, sensibles, mentaux. Répondre par l'amour n'est plus alors une attitude de cœur pour ce qui œuvre pour l'ensemble et qui repousse les intérêts égoïstes, mais au contraire une façon d'être qui confond inclure et garder, et qui n'affirme rien de crainte de perdre ou de devoir choisir. Quand la personnalité se laisse manipuler par les énergies jupitériennes en Poisson, elle nage en plein flou, refuse toute direction impliquant un renoncement et fait la part belle au doute, à l'irresponsabilité et à la pitié de soi pour n'avoir surtout pas à s'engager en affirmant un essentiel. Mais répondre aux énergies de Jupiter ou de Pluton, ça peut vraiment être un choix conscient en Poisson. Et la nécessité d'affirmer le bien commun peut être un cap que nous pouvons tenir en utilisant les énergies de volonté-puissance. En cette fin d'hiver, c'est ce qui prépare le terrain pour que nous puissions recevoir les énergies de printemps. Et c'est pourquoi demain commence une période de préparation et de purification que les chrétiens nomment le carême. Le carême, c'est une période de 40 jours qui commence toujours dans le signe des Poissons et se termine la semaine de Pâques. Cette période peut être considérée comme un temps où mentalement, émotionnellement et physiquement, on se nourrit d'essentiel. C'est ce qui donne l'opportunité de mettre en quarantaine nos aspects les plus indésirables en les privant d'attention. Le carême chez les chrétiens, c'est un temps de préparation à la fête de Pâques. Cette fête religieuse a toujours lieu d'ailleurs le premier dimanche qui suit la pleine lune du Bélier. Et pour nous qui cherchons à vivre en phase avec les énergies qui impactent la Terre et l'ensemble des terriens, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement qu'en Poisson, comme nous l'avons vu, nous sommes invités à nous préparer à recevoir ce qui se déversera subtilement à la pleine lune de Pâques et aux deux autres pleines lunes que sont la fête du Vésac et de Pentecôte. Or,
Se préparer passe par un nettoyage en profondeur. Le pouvoir de la mort dont nous parlons ce soir parle de cette préparation, de cette mise à disposition pour une nouvelle élévation vibratoire. En effet, on ne peut pas remplir un espace déjà plein. Or, nous sommes tous tellement pleins à ras-bord de tant de choses, sur tous les plans, que nous ne pouvons pas accueillir en l'état du nouveau. Nous ne pouvons le faire qu'en faisant un peu de vide en nous. C'est ce que Krishnamurti appelait se libérer du connu. Voilà ce qui est à faire donc pendant ce temps de carême. Nous n'en dirons pas plus ce soir au sujet du carême parce que c'est un thème que nous avons traité au cours de la conférence de 2018 en parlant notamment des 3 tentations de Jésus lors de ses 40 jours dans le désert. Donc nous vous y renvoyons. Alors il nous reste maintenant à voir comment nous pouvons nous accorder au mieux à cette énergie de volonté de bien en suivant les 4 phases du cycle solilunaire de ce mois de mars. Pendant la première phase, qui couvre la période qui s'étend du 3 au 9 mars 2025, nous avons donc à nous préparer, à nous rendre disponibles pour accueillir consciemment les énergies de volonté et d'amour pendant la semaine de pleine lune. C'est donc l'occasion de préciser ce que représentent pour nous les 3 qualités nécessaires au bien commun. Une connaissance des lois de notre univers, la responsabilité de répondre à ces lois et l'amour. Et c'est aussi le moment de choisir l'idée que nous voulons affirmer pour concourir au bien commun. En voyant clairement le but, le chemin pour lequel nous optons, conscients naturellement de notre place, de nos potentiels et des conséquences inhérentes aux engagements que nous prenons, nous fixons clairement le cap à tenir pendant le mois. L'important, c'est de se fixer un objectif tenable, c'est-à-dire à notre portée. Parce que si les poissons sont le signe des sauveurs du monde, nous n'avons pas à sauver le monde à nous tout seuls. Et donc, chacun peut définir une part du bien commun auquel se vouer en se gardant bien de verser dans les doutes, les atermoiements, pour ne pas se perdre dans des tergiversations qui éloignent complètement du travail demandé. En ce premier temps du cycle, précisons donc bien ce qui nous paraît essentiel, parce que c'est ce qui doit progressivement s'imposer dans notre vécu quotidien. Et donc c'est cette première phase d'alignement, elle est aussi pour nous l'occasion de définir ce que signifie répondre par l'amour, pour adopter cette attitude au cours du mois. Ensuite, en phase de pleine lune, du 10 au 18 mars, riche de ce travail préliminaire, nous sommes en mesure de recevoir plus consciemment les énergies de volonté et d'amour qui se déversent sur la Terre, sans chercher immédiatement à les identifier pour en tirer un bénéfice quelconque. En phase de pleine lune, chacun est un espace de réception au sein d'une antenne collective pleinement déployée, qui reçoit dans le silence de l'écoute active les énergies qui baignent la planète. Alors nous nous efforçons, dans le silence de la méditation, de nous accorder, au sens vibratoire du terme, nous accorder aux énergies de la volonté de bien commun, pour que notre aura s'en imprègne pleinement. Pendant ce stade de contact, nous pouvons respirer les qualités de confiance qui aideront à répondre par l'amour en toutes circonstances. Puis vient la troisième phase, la phase de distribution, qui correspond donc à la période qui encadre le deuxième quartier de la Lune. Ce sera donc du 19 au 25 mars 2025. C'est le temps où ce que nous avons contacté, ce qui nous a impacté, même inconsciemment, se diffuse à travers nous. C'est le moment où nous sommes invités dans notre quotidien à mettre en œuvre l'intention sur laquelle nous nous sommes alignés et que nous avons fait nôtre lors des 2 premières phases du cycle. C'est évidemment une phase difficile parce que nous sommes sans cesse confrontés à devoir répondre par l'amour aux situations qui se présentent. Or, répondre par l'amour impose des renoncements qui peuvent être douloureux pour la personnalité. Et c'est à travers ces difficultés de mise en œuvre, au sein d'une actualité souvent pénible, que les justes relations peuvent s'éprouver à travers nous
et nous éprouver. Et c'est là qu'il importe de continuer à cultiver la confiance, pour ne pas tomber dans l'apitoiement sur soi, la plainte concernant la complexité de l'entreprise, et ne pas alimenter les doutes qui ne manquent pas de surgir à ce moment-là. Enfin, le quatrième temps du cycle, qui correspond à la période de la nouvelle lune, ce sera donc du 26 mars au 1er avril, invite à poursuivre le travail de mise en œuvre du troisième temps. Mais la confrontation au quotidien devient de plus en plus aiguë. Il est alors parfois tentant de se laisser aller à nos facilités émotionnelles et de laisser la parole au désir, ou de se désoler de n'avoir pu réussir à garder la note que nous nous étions fixée en début de mois, renforçant alors l'espace donné au doute et à l'apitoiement sur soi. Or, il est vraiment important de réaliser que affirmer une intention dans toutes les situations de la vie, mais ça demande une vigilance à laquelle nous ne sommes pas habitués. Il s'agit donc en cette période de nous y efforcer autant que faire se peut, mais sans vouloir absolument viser et acter un succès total, pour ne pas se désoler et de n'y être pas arrivé, et de faire du coup la part belle au découragement. Ce quatrième temps, c'est aussi un moment d'intégration du vécu du mois et un temps de bilan au terme d'un chemin de conscience qui permet jour après jour d'ancrer nos consciences. L'importance d'être porteur, d'être de la volonté de bien. Vraiment, comment est-ce qu'on peut faire le bilan de cette capacité que nous avons eue d'être porteur de la volonté, du bien commun. C'est pendant ce temps de bilan qu'on peut constater que des attitudes indésirables s'atténuent ou se sont dissoutes sous l'influence de l'intention que nous avons soutenue et qu'on peut noter les infimes progrès que nous avons pu faire dans des rapports que nous avons noués avec les autres au cours de ce cycle. Voilà donc comment s'organise le travail du mois des énergies poissons. Alors en conclusion, que dire? Si ce n'est qu'à chaque instant de notre existence, nous avons à affirmer un choix essentiel. Et que le mois des poissons est particulièrement le moment pour le faire. Parce que l'amour et la volonté nous aident à incarner avec plus de force encore l'énergie du bien commun, en répondant par l'amour à toute situation. Et c'est ainsi que nous pouvons agir pour être porteurs, passeurs et témoins de plus justes relations sur Terre. Ce mois-ci, nous pouvons donc choisir consciemment de continuer à nous laisser dominer par la forme ou chercher à nous en libérer partiellement, sachant que de ce choix dépendra notre capacité de recevoir ou pas, sans trop de déformation, les énergies de printemps. Les énergies d'hiver nous préparent à les recevoir pour que nous en soyons les médiateurs. Alors, commençons dès maintenant en reprenant notre méditation commune.